Donc bonsoir à tous, bienvenue pour le 10e épisode de notre série Les Jeudis de l'énergie. Donc je suis Pierre Lullier, en charge du service énergie-climat à la communauté de communes de l'île d'Oléron. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir ce soir Thomas Ferring, qui est référent régional à l'Agence de transition énergétique et qui va nous parler donc de l'hydrogène, un gaz renouvelable dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, il va nous faire une description assez détaillée de ce vecteur énergétique d'espoir. Quelques rappels avant de passer à la présentation. Donc, les Jeudis de l'énergie, donc c'est un ensemble de 12 conférences qu'on a entamées depuis octobre. On est en ce moment dans un cycle qui est dédié à la production donc de gaz renouvelables et décarbonés. On a vu la semaine dernière la méthanisation. Et donc, c'est le dernier cycle de notre série de webinaires. Donc, si vous ne pouvez pas assister à ce webinaire en direct, vous avez des replays qui seront disponibles dans les prochains jours sur le site de la communauté de communes. Quelques règles pour le bon déroulement du webinaire. Pour les personnes qui suivent la présentation à distance, on va vous demander donc de garder votre caméra et le micro coupés, de vous renommer clairement dans l'espace dédié en haut à droite de la fenêtre Zoom. Et si vous avez des questions, on fera des pauses au cours de la présentation. Donc écrivez-les et je les retranscrirai à Thomas qui pourra y répondre. Donc voilà pour la petite introduction. Donc Thomas, maintenant je vous laisse la main pour présenter nous donner des informations donc sur l'hydrogène. On vous écoute, Thomas. Mais tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'avoir pensé à moi pour cette intervention. Donc moi, effectivement, je suis le coordinateur hydrogène pour l'ADEME en région Nouvelle-Aquitaine. Donc en quelques mots, l'ADEME, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'agence des transitions. En fait, on est sous la tutelle des ministères de la transition énergétique et de l'enseignement. Et notre objectif principal, c'est d'être acteur et de faciliter la transition énergétique sur l'ensemble du territoire national et même en Outre-mer. Et donc, je suis physiquement moi, implanté en Nouvelle-Aquitaine et sur le site de Limoges. Mes missions principales sont enfin, essayer de structurer un peu la filière hydrogène en région, en lien avec d'autres acteurs majeurs, publics ou privés d'ailleurs, et d'être le coordinateur, de faire le suivi et l'instruction enfin, la promotion et l'instruction de nos dispositifs de soutien, sachant que cette filière hydrogène enfin, est naissante, hein, on va dire balbutiante, et qu'elle a encore besoin de soutien financier sous forme de subventions pour émerger. Donc voilà, je coordonne cette partie-là. Avant de démarrer une présentation, on va dire, classique sous forme de partage de support, je voulais vous partager une petite vidéo à laquelle j'ai participé et qui, en 3-4 minutes, donne un peu le contexte de cette filière. Donc, je vais vous partager cette vidéo. Alors, on a fait les tests précédemment et normalement ça marche. Hop, je suis embêté. Mais pourquoi ça ne... On a les pubs. Ouais, non, mais du coup j'ai j'ai l'écran. Hop, voilà. Hop, parti. Voilà, il faut mettre en plein écran et c'est bon. À ce mot à la bouche. Depuis le plan France Relance d'octobre 2021 et la promesse d'Emmanuel Macron d'investir 7 milliards d'euros dans la filière de l'hydrogène, les esprits s'affolent. Certains voient même dans cet atome une nouvelle source d'énergie infinie qui transformerait de simples molécules d'eau en véritables or bleus. Alors, un faux ou un tox? L'hydrogène peut-il remplacer le pétrole?
Si vous vous souvenez de ce tableau, vous vous rappelez peut-être que l'hydrogène est le premier élément qui s'y trouve en haut à gauche et qu'il est aussi le plus simple. Il ne se compose que d'un électron circulant perpétuellement autour d'un unique proton. Cette simplicité en fait l'élément le plus répandu dans l'univers. On en trouve partout, dans les étoiles, les planètes gazeuses, les nébuleuses et les gaz interstellaires. Surtout, il est le principal constituant de la matière vivante. Il représente par exemple 63% des atomes du corps humain. L'hydrogène est de loin le combustible le plus efficace. Sa combustion libère 3 fois plus d'énergie que l'ensemble des énergies fossiles. C'est pour cette raison que la propulsion des fusées est obtenue par combustion en mélangeant de l'hydrogène et de l'oxygène. Et vous savez quoi? Le bilan de cette réaction, c'est de l'eau. Quantité, efficacité, émission de CO2 nul, l'hydrogène pourrait donc sauver l'humanité. Grâce à lui, nous pourrions continuer à profiter de nos modes de vie sans impacter l'environnement et sans aucune contrainte. Pas vraiment. Tout d'abord, il n'y a que très peu d'hydrogène sous forme d'atomes sur Terre, celui qui nous intéresse. Bien que l'hydrogène soit partout, il a la fameuse tendance à s'associer avec d'autres atomes pour former des molécules. Avec de l'oxygène pour former de l'eau par exemple, ou encore des atomes de carbone pour former de la matière organique. Aujourd'hui, c'est à partir d'un hydrocarbure, le méthane, qu'est produit la majeure partie de l'hydrogène que nous consommons. Voici le problème. Pour libérer l'atome d'hydrogène de la molécule de méthane qui nous intéresse, il faut d'abord briser sa liaison avec les carbones. La technique utilisée, le vaporéformage, consiste à injecter de la vapeur d'eau à très haute température pour briser cette liaison. Problème, le carbone libéré va s'associer avec l'oxygène de la vapeur d'eau pour créer des oxydes de carbone. Avec cette méthode, pour obtenir 1 tonne d'hydrogène, on produit 10 tonnes d'oxyde de carbone. C'est pour cela que l'on nomme l'hydrogène ainsi créé hydrogène gris. Mais celui qui affole nos hommes politiques, ce n'est pas celui-là, mais l'hydrogène vert. Cette fois-ci, il est non plus obtenu à partir d'hydrocarbures, mais de molécules d'eau. Et cette fois, c'est de l'électricité qu'est tirée l'énergie nécessaire pour rompre sa liaison avec l'oxygène. Grâce à une technique inventée par 2 physiciens anglais en 1800, l'électrolyse de l'eau. Le principe est simple. Un courant électrique passe entre 2 électrodes plongées dans l'eau et dissocie les molécules d'eau en dihydrogène d'un côté et en oxygène de l'autre. L'électricité nécessaire à l'électrolyse peut-elle être obtenue à partir d'énergies renouvelables? Et le bilan de la décomposition des molécules d'eau produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Cette fois-ci, aucune trace de CO2 à l'horizon. Vous croyez que c'est gagné? Eh bien détrompez-vous. Un nouvel obstacle se dresse sur la route de l'énergie infinie et propre. L'hydrogène produit par électrolyse n'est pas une source d'énergie primaire, contrairement au soleil ou au pétrole et au charbon, qui sont directement disponibles dans la nature. Il faut le produire, ce qui génère obligatoirement des pertes d'énergie. C'est ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Qui dit vecteur dit conversion. Alors, je vais arrêter ici la vidéo. Et je vais reprendre la main sur mon support. Donc voilà, on a pu quelques minutes d'introduction avec cette vidéo. Et ensuite, j'ai scindé ma présentation en quatre. On va reprendre hein, les quelques éléments qui ont été partagés dans la vidéo. Je voulais évoquer bah, de quoi parle-t-on? C'est vrai qu'on en entend depuis 2020 là, de plus en plus parler dans les médias, mais qu'est-ce que c'est, comment il est produit aujourd'hui et comment on peut le produire? Également, un point qui nous tient à cœur à l'ADEME, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Quels sont les usages pertinents de cet hydrogène? Quelle vision, on va dire, prospective on peut avoir au sein de notre agence là, pour 2050, qui est la cible en année hein, pour atteindre la neutralité carbone inscrite dans la loi française. Et puis pour finir avec quelques exemples concrets à l'échelle donc régionale en Nouvelle-Aquitaine.
Et à chaque fois, on ponctuera, hein, enfin, n'hésitez pas à poser les questions comme ça a été rappelé. Entre chaque partie, on ponctuera de quelques questions. Alors, comme on l'a vu tout d'abord, donc enfin, l'hydrogène, hein, c'est une molécule composée de deux atomes enfin, donc enfin, d'hydrogène, H, hein. C'est pour ça on dit hydrogène, mais en fait c'est du dihydrogène. Et c'est une molécule qui est extrêmement enfin, légère. Enfin, c'est une des plus légères et volatiles, hein, du fameux tableau périodique. Et elle est très, enfin, très abondante sur Terre, dans l'atmosphère, mais aussi dans la croûte terrestre, au niveau de certains océans. Mais elle est quasiment exclusivement combinée à d'autres atomes. Donc bon voilà, ça va demander de la ressource enfin, pour casser ces molécules et puis en extraire uniquement le gaz hydrogène. Et ça demande voilà, des conditions logistiques importantes. On est à des niveaux de maturité des technologies pour l'extraire des sols et des océans extrêmement bas. Tout ça pour dire que pour l'utiliser aujourd'hui à l'heure où on se parle, il va falloir obligatoirement le produire. Pour avoir quelques grands chiffres, hein, en France aujourd'hui, on utilise à peu près 900 000 tonnes d'hydrogène et on est relativement autonome en termes de production, c'est-à-dire que on va produire ce qu'on consomme. Les usages aujourd'hui, j'y reviendrai, mais sont aussi enfin, exclusivement une consommation sur des process industriels, raffinerie et production d'ammoniac. Et la production, c'est ce qui était présenté dans le film. Elle repose en grande majorité sur un procédé qu'on appelle vaporéformage et qui met en œuvre des combustibles fossiles et notamment du charbon, des hydrocarbures et du gaz naturel. Donc c'est un procédé, je développe pas, mais il faut retenir que ce procédé-là est aujourd'hui fortement impactant pour l'environnement. Et c'est pour cette raison que les ministères en 2020, enfin, ont élaboré une stratégie nationale hydrogène pour le déploiement de cette filière dans les prochaines années avec une cible intermédiaire à 2030. Et on choisit donc de miser non plus sur cette fameuse technologie enfin, dite de vaporéformage de gaz, hein, mais plutôt sur l'électrolyse de l'eau. Et l'électrolyse de l'eau, j'y reviendrai, elle a besoin d'électricité. Enfin, quand l'électricité est d'origine renouvelable, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo, on va qualifier le gaz hydrogène d'une couleur. Alors évidemment, c'est un gaz qui a pas de couleur, mais on dit que l'hydrogène est vert ou renouvelable puisqu'il il s'appuie, enfin, pour le produire, ce vecteur énergétique, il s'appuie sur de l'énergie et de l'électricité renouvelable. Voilà. Contrairement à mon précédent procédé de vaporéformage où l'hydrogène est dit gris enfin, ou fortement carboné. Voilà, donc on le rappelait dans la vidéo. Alors ça fait écho pour certains des souvenirs, hein, de chimie où on va tremper enfin, deux électrodes enfin, qui peuvent être en graphite par exemple, dans un bain d'eau. On va générer un courant électrique entre ces deux électrodes et on voit apparaître sous pression au pied de l'une des électrodes ce gaz d'hydrogène qui peut être extrait et utilisé ensuite, hein. Donc c'est un procédé relativement simple qui est bien sûr industrialisé, mais à l'origine le procédé est relativement simple. Et ce que la vidéo montrait, c'est que le rendement de cette technologie de production a enfin, des avantages, hein, c'est on consomme de l'eau et de l'électricité, donc ça c'est plutôt intéressant. En revanche, à contrario, on va
on a un rendement qui est non neutre, hein. On va avoir besoin de consommer 56 kWh d'énergie pour en produire seulement 33, donc un rendement de 60%. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc pour passer de l'électricité à l'hydrogène, rendement de 60%. Si on le compare à d'autres technologies comme je reviendrai sur ça, mais sur l'usage de batteries électriques, on a des rendements qui sont supérieurs au-delà de 85%. C'est important d'avoir ces éléments en tête. Si on prend un peu de hauteur, alors la slide est en anglais, mais on a missionné des prestataires pour pour comparer ces technologies de production via ce qu'on appelle un ACV, une analyse du cycle de vie, c'est-à-dire mesurer l'empreinte carbone et en comparant ces technologies, mais non pas uniquement sur la phase de production, mais plus largement en incluant la mise en œuvre des matériaux jusqu'au démantèlement à la fin de vie des technologies. Et on voit hein, que le procédé de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau qui s'appuie là sur les deux bâtonnets au milieu de la slide, soit sur le mix électrique français tel qu'il est aujourd'hui en 2023, ou soit sur un mix électrique 100% renouvelable, on va générer pour 1 kg d'hydrogène quasiment 8 à 9 fois moins de gaz à effet de serre que le procédé de vaporéformage. Donc non seulement pour le produire, mais aussi pour le transformer, puisqu'on imagine que les fameux électrolyseurs pourront être implantés, on va dire, en local. L'hydrogène pourrait être produit au plus près des usages demain, alors que la technologie actuelle de vaporéformage est surtout sur ce qu'on appelle les bassins industriels, donc Fos-sur-Mer, Dunkerque, Rouen, entre autres. Pour l'utiliser en Nouvelle-Aquitaine, on va en plus de ça devoir générer des transports routiers, donc des gaz à effet de serre en plus. Donc voilà, procédé beaucoup moins impactant d'un point de vue carbone pour l'électrolyse de l'eau. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première partie-là, comment on le produit. Avant d'enchaîner sur comment on peut l'utiliser, je ne sais pas s'il y a des questions, Pierre, peut-être dans le Il n'y chat. a pas de questions dans le chat. Moi, j'en ai là par rapport au tableau sur les différents types d'hydrogène. Euh, a priori, on pourrait aussi produire de l'hydrogène à partir d'autres ressources. Je vois la biomasse, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui sont balbutiantes ou est-ce qu'il y a quand même des avancées sérieuses? Enfin, pourquoi on a choisi l'autre aujourd'hui et pas autre Ouais. chose? Alors, alors il existe effectivement ce qu'on appelle la pyrogasification de biomasse. Alors, on va faire de la combustion de biomasse, mais pour synthétiser en foyer fermé, hein, pas comme une combustion, on va dire, classique. Et on va générer un gaz qui est alors, relativement enfin, pauvre, mais dans lequel on a une partie effectivement de dihydrogène qui, après épuration, peut être utilisée. Une des raisons pour lesquelles cette technologie est moins mise en avant par la stratégie nationale, c'est effectivement son degré de maturité. On utilise souvent, pour parler de maturité des technologies, la fameuse échelle TRL. On est, on va dire, au maximum sur l'électrolyse à TRL au plus haut 19. On est sur des niveaux de maturité inférieurs pour la pyrogasification. On parle de 7-8. Sachant que sur les premiers démonstrateurs en France et en Europe, bon, il y a quand même disons que le fonctionnement est perfectible et qu'en plus de ça, ça pose la question de la compétition de la ressource, puisque bon, voilà, on privilégie la la biomasse matière, bien sûr, et puis aussi bon, voilà, l'usage de la biomasse en chaudière classique avec des rendements supérieurs que de passer par un vecteur énergétique
hydrogène pour l'utiliser ensuite, quoi. Voilà un peu quelques éléments de réponse. Mais bon, aujourd'hui, les deux développements se font quand même en parallèle. Juste pour les personnes qui sont pas forcément habituées, la biomasse, c'est le bois. Alors, on a une question dans la salle. On parle d'eau aussi bien eau de mer qu'eau douce. Alors, ça, c'est une question qu'on a dans la salle et qu'on a sur le chat. Si on fait de l'électrolyse de l'eau, est-ce qu'on pourrait utiliser l'eau de mer? Alors, oui. Aujourd'hui, c'est c'est de l'eau du réseau, hein, qui est majoritairement testée. On a sur la côte vendéenne là un démonstrateur électrolyseur qui fonctionne enfin, grâce à de l'électricité éolienne, mais avec de l'eau de mer. Il faut qu'on lui fasse subir une désalinisation. Et en termes de rendement, du coup, on passe de 60 à combien avec cette étape de désalinisation? Parce que j'imagine que ça. Enfin, si on reste sur d'un point de vue énergétique, on va perdre quelques pourcentages, mais enfin, bon, voilà, c'est pas le plus impactant, hein. Il y a un impact économique qui est lui bon, supérieur à l'impact énergétique. D'accord. Mais donc, on pourrait envisager à terme d'utiliser de l'eau de mer plutôt que Oui, de l'eau douce. bon, c'est une question importante puisque aujourd'hui on a des électrolyseurs de taille, on va dire, modeste qui consomment, je vous parlais de l'exemple à Pau tout à l'heure, 600 mètres cubes d'eau par an, ce qui est bon, ce qu'on considère que enfin, que c'est assez modeste. Si on a une augmentation importante du volume de production par électrolyse, se posera la question de la ressource en eau, évidemment. Donc voilà, c'est important d'avoir des éléments de recherche et de développement enfin, pour minimiser cet impact-là. D'accord. Vous pouvez continuer, là, on vous redonne la main. Merci. Ok. Je voulais parler des usages, et en tout cas ceux qui ont été, on va dire, priorisés à court terme par la stratégie nationale et par la vision que peut avoir l'ADEME. Elles sont au nombre de grandes familles. La première, c'est justement, je vous ai parlé d'usage industriel. On parle de usage industriel matière. Je vous ai parlé des raffineries. Enfin, l'hydrogène va être utilisé, par exemple, pour désulfurer. Voilà, ça c'est une première technologie. On a aussi un usage chimique de l'hydrogène dans la production d'ammoniac. L'ammoniac étant utilisé pour les engrais minéraux. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'hydrogène enfin, s'appuie sur un procédé impactant pour l'environnement. On mise sur le fait de pouvoir décarboner ces usages industriels avec de l'électrolyse de l'eau. Donc ça, c'est une cible importante de la stratégie nationale. On va dire, c'est l'usage actuel de l'hydrogène et l'usage, on va dire, qu'on cible, enfin, dont on cible un déploiement à court terme, c'est pour la mobilité et ce qu'on a appelé la mobilité intensive ou lourde. Typiquement, des usages pour les bus, bennes à ordures ménagères, camions, éventuellement véhicules utilitaires légers. Je vous expliquerai les raisons de cette cible mobilité, mobilité lourde. Avant ça, je vous ai dit tout à l'heure que l'électrolyse permet de produire du dihydrogène à partir d'électricité. Pour l'utiliser en mobilité, on va devoir faire l'équation inverse, hein, parce qu'on parle de mobilité à hydrogène, mais pour un fonctionnement via une motorisation électrique. Donc en fait, on va embarquer grâce à un stockage sur les véhicules ce gaz hydrogène et on va le convertir en électricité grâce à une pile à combustible voilà, qui est représentée sur la slide et qui va simplement permettre de faire l'équation inverse à l'électrolyse. Donc
H2 plus oxygène donne eau plus électricité, donc utilisée dans le moteur. Et on va, de la même manière, réinjecter un rendement non neutre, donc de 60%. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la chaîne, le produire et l'utiliser en mobilité, 60% fois 60%, on va atteindre un rendement global de moins de 40%. Là où pour la batterie électrique, toujours, on est sur des rendements autour de 85, de 85%. C'est-à-dire que pour un électron utilisé en mobilité batterie simple, on va quasiment devoir en consommer 3 pour passer vers de l'hydrogène. Le gros avantage de l'hydrogène, c'est qu'on va pouvoir embarquer beaucoup plus d'énergie, hein, grâce à ce vecteur et donc atteindre une autonomie kilométrique qui va être beaucoup plus élevée. C'est pour ça que sur la voiture électrique, là où, enfin, sur la voiture du particulier, là où la batterie peut faire, on estime largement l'affaire dans 95% des trajets, hein, on va préférentiellement cibler la batterie électrique. Là où, pour ce qu'on appelle des usages sans regret, on a besoin de faire des kilomètres de façon journalière beaucoup plus élevée. On va, on va relever la pertinence de l'hydrogène et c'est le cas pour des bus qui font plus de 120 par exemple kilomètres par jour, pour des camions sur des grands axes autoroutiers qui vont faire plus de 700 kilomètres par jour, pour des bennes ordures ménagères qui doivent faire une voire deux tournées par jour sans possibilité de se recharger. Donc pour ces usages-là sans regret, on mise donc sur l'hydrogène. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est une vision un peu particulière que l'on a et qui est promue dans la stratégie nationale. Alors évidemment, avant de vous parler de conversion et de modification de carburation, combustible fossile pour un véhicule vers de l'électricité ou de l'hydrogène. Je rappelle, et ça c'est notre créneau. Avant ça, on doit actionner des leviers qui nous semblent principaux, qui sont le besoin pour atteindre la neutralité carbone en 2050, de réduire la demande en transport, favoriser le report modal. On pense à la voiture, convertir la voiture du particulier par du vélo, optimiser le taux de remplissage des véhicules, on pense par exemple au covoiturage, améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, réduire le poids. Voilà, ça c'est évidemment des leviers à actionner avant de réfléchir à la conversion de la carburation. Donc je vous ai parlé de différents carburants, je vous ai parlé de rendement. Là encore, je voulais avoir une ouverture via une analyse du cycle de vie pour un bus fonctionnant avec différents carburants et avoir son empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Sachant que le fonctionnement à l'hydrogène est représenté par les deux bâtonnets à droite du graphique, avec pour le premier un véhicule qui fonctionne à l'hydrogène sur l'électricité du réseau français, et tout à droite sur un mix 100% renouvelable. On voit que l'impact carbone de ce véhicule est quasiment divisé par 3, voire 4, par rapport à un véhicule diesel tout à gauche et également par rapport à un véhicule gaz fossile. Donc c'est un vrai levier de décarbonation de la mobilité. Sachant que l'empreinte carbone du véhicule à batterie, là, sur le milieu de la slide, hein, qui est nommé VEB, est le plus efficace aussi, puisqu'il bénéficie du meilleur rendement énergétique. Voilà, donc je vous ai beaucoup parlé de mobilité routière intensive.
Bon, c'est un peu, enfin, ça peut vous sembler être un scénario science-fiction puisque enfin, peu d'entre vous ont certainement croisé des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Je voulais vous dire que l'offre quand même existe. Vous avez là sur les photos en haut à gauche les 8 bus à haut niveau de service qui fonctionnent depuis 2020 à Pau. Donc bus 18 mètres. Vous avez donc en haut à droite là une benne ordure ménagère qui est proposée par un fournisseur Rochelet donc CEMAT et qui a été mise en service pareil récemment. Et puis on verra bientôt, à horizon 2026-2027, des camions. Ils fonctionnent déjà en Suisse. Et également des autocars que vous voyez en bas à gauche de la slide. Alors on peut avoir des véhicules neufs. Il y a beaucoup de réflexions aussi sur des véhicules dits rétrofités, c'est-à-dire des véhicules qui fonctionnent, enfin comme des cars qui fonctionnent aujourd'hui au diesel, et plutôt que de le démanteler et puis de réinvestir dans un véhicule neuf, on peut quasiment refaire la motorisation, enfin une motorisation électrique avec un réservoir hydrogène. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant d'un point de vue environnemental. Voilà pour ma partie usage. Avant d'enchaîner sur la suite, Moi, et j'avais je vois encore que des c'est ouvert. questions. Du coup, par rapport au véhicule à hydrogène, c'est un véhicule un peu électrique avec une batterie électrique et il y a en plus une pile à combustion pour l'hydrogène. En fait, il y a quelque chose en plus par rapport au véhicule électrique. Alors, dans le cas que vous évoquez, l'hydrogène est un prolongateur d'énergie. Ça, c'est un cas qu'on peut voir dans les bennes à ordures, par exemple, où vous avez également des véhicules qui fonctionnent exclusivement avec un stockage d'hydrogène, une pile à combustible et une motorisation électrique, c'est-à-dire sans batterie. D'accord. Ok. Il y a Sachant pas... qu'en couplant les deux, on va pouvoir gagner évidemment un peu d'autonomie. D'un autre côté, bon, on alourdit aussi les véhicules et bon, faut avoir une réflexion économique. Donc voilà, mais les deux dispositifs existent. Mais l'électricité issue de la combustion de l'hydrogène, oui, elle passe pas forcément par un stockage sur batterie, en fait, dans les véhicules. Non, non, non. La pile à combustible permet qui n'est pas une combustion, hein, mais la technologie de pile à combustible permet de convertir le gaz hydrogène en électricité qui peut être utilisé directement dans un moteur électrique. D'accord. Il y avait une question sur la dangerosité le fait d'avoir de l'hydrogène stocké dans un véhicule. Est-ce que c'est dangereux? Enfin, est-ce qu'il y a quelles sont les précautions qui sont prises Ouais. là-dessus? Parce que Alors, ça fait peur. ouais, ouais, comment? Ça fait peur? Oui, ça fait peur. Souvent, c'est des questions qui nous reviennent souvent, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est normal, hein. Alors, il y a le fait de l'embarquer, il y a aussi les pleins. En fait, les pleins, on est sur enfin, quand on fait le plein, on est sur un zonage atmosphère explosive, mais de la même manière que quand on fait un plein au diesel ou à l'essence. Un des risques, on va dire, ciblés, c'est les risques de fuite puisque l'hydrogène a une action enfin, qui peut être néfaste sur les matériaux et donc avoir un impact sur les stockages. Et derrière, bon, une volatilité assez élevée et une fenêtre d'explosivité assez élevée. Donc voilà, il y a enfin, des sécurités, on va dire, conséquentes sur l'épaisseur des matériaux de stockage. Donc voilà, c'est pris en compte dans on va dire, une analyse de risque classique avant enfin, les phases d'industrialisation et de commercialisation enfin, des matériaux, des équipements. On a une question dans la salle. Je voulais savoir si, pour la dénomination, lequel qui est le plus intéressant. Si J'entends pas les questions par contre. Oui, je Désolé, vais la mais répéter. Je vais ouais, la s'il vous plaît. répéter. Ah, allez-y, dites-moi, madame. si un véhicule marche à Hydrogène. l'hydrogène, est-ce que ça coûte, il y a un coût supplémentaire par rapport à celui qu'on fait
Une question sur les coûts des véhicules. À l'heure actuelle, les véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, le coût supplémentaire, il est de quel ordre? Alors, je sais pas s'il y a des véhicules, des petites voitures. D'après ce que vous dites, c'est pas forcément Alors approprié. on va rester sur la mobilité lourde, hein, si ça vous va, puisque bon, j'ai essayé de démontrer que la cible voiture de particulier était pas forcément la mieux adaptée. Mais pour répondre à votre question, une benne à ordures ménagère, hydrogène versus combustible fossile diesel, c'est un coût x3. Et on va retrouver ça, hein, un facteur 2 ou 3. Alors c'est bien, je dirais, d'une part, l'objet de nos interventions et des soutiens nationaux, hein, de pouvoir réduire ce surcoût d'investissement. Bon, après, enfin, ma position est aussi de dire, quand on compare à une solution fossile diesel, je suis pas sûr que ça soit la réalité du débat. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, elles vont être bannies à court moyen terme, et que les réglementations vont évoluer dans un sens bon, d'optimisation, enfin, de réduction de l'impact environnemental. Donc voilà, il faut plutôt s'inscrire dans ces conversions-là aujourd'hui pour éventuellement bénéficier des soutiens, bon, et éviter de raisonner qu'en surcoût. Mais bon, effectivement, l'impact est pas neutre. On est sur je l'ai dit, hein, sur une technologie, enfin, des technologies qui sont enfin, une offre qui est nouvelle. Donc qui demande évidemment enfin, du développement. On attend enfin, un déploiement, une massification qui est visée par la stratégie nationale d'ici 2030 pour que le coût de ces équipements à l'achat puisse significativement diminuer. Ça vaut pour les véhicules, ça vaut aussi pour les électrolyseurs. Et il y avait une question aussi sur l'usage de l'hydrogène dans l'aviation. Ah, je, je me doutais que j'aurais des questions sur les autres usages. Alors, je m'attendais plus au maritime en tant qu'insulaire que, Hmm. qu'à l'aviation. Alors, les technologies que vous voyez sur la slide, on va dire terrestres, sont effectives aujourd'hui. Euh, le maritime pour différentes raisons, mais tout ce qui est voilà, on va dire petit bateau, navette, etc. On vise une émergence de marché sur 2027-2028 et l'aérien, alors ça dépend ce qu'on appelle aérien, mais certainement au-delà de 2040, sachant que là aussi, il y a enfin, il y aura une concurrence sur les vecteurs énergétiques, l'hydrogène en étant un, mais on parle de e-fuel, etc. Donc voilà, il y aura certainement d'autres vecteurs concurrents. Donc pas pour tout de suite, Ok. même s'il y a quelques, enfin, il y a quelques tests sur des petits coucous. Ok, ben on peut vous laisser continuer, Thomas. Ok, donc je voulais vous parler justement de la vision qu'a l'ADEME pour l'hydrogène en 2050. Alors vous savez, ça vous sera présenté par un autre collègue dans quelques semaines, mais l'ADEME, on va dire comme les énergéticiens et les gaziers, par exemple RTE ou d'autres, ont publié enfin, assez récemment là, ce qu'on a appelé des scénarios de transition 2050. C'est-à-dire un travail assez conséquent là, enfin, qui nous a pris 2 ans et qui a mobilisé plusieurs de nos collègues pour quel chemin on peut emprunter pour atteindre la fameuse neutralité carbone enfin, en 2050. On a proposé quatre chemins différents. Alors, chacun incluant, on va dire, plus ou moins de ce qu'on appelait enfin, plus ou moins de sobriété, plus ou moins d'innovation technologique. Et on a décliné ces chemins sur enfin, vraiment tous les aspects possibles, hein, c'est-à-dire à la fois enfin, énergétique, mais aussi changement en termes de consommation, d'alimentation, de mobilité, etc. Donc voilà, on a fait ce gros travail-là.
pour donner un peu des pistes, hein, d'évolution. Et je voulais extraire de ce travail-là, j'en dis pas plus, ça vous sera présenté en détail, mais extraire de ce travail la partie réservée à l'hydrogène. Donc aujourd'hui, on est ici. Enfin, aujourd'hui, c'est en 2020. Donc enfin, à l'échelle nationale, une consommation donc de 20 TWh. C'est l'énergie équivalente à mes fameux 900 000 tonnes d'hydrogène produite et consommée en France. Et aujourd'hui, on est là. Et pour des usages exclusivement, je vous l'ai dit, raffinerie pétrolière, donc des sulfurisations, et production d'engrais ammoniac avec bon, également quelques usages chimiques. Donc aujourd'hui, c'est la situation à date. Si on se projette avec des jumelles telles qu'on l'a envisagé en 2050, et mes quatre fameux chemins là, qui sont des scénarios S1, S2, S3, S4 représentés sur la slide, voilà où on imagine être pour l'hydrogène. Donc, avant de parler des usages, je voulais mettre en avant ce point-là. Il y a des énergies ou des vecteurs énergétiques sur lesquels on a misé sur le fait qu'il y avait un besoin de réduire significativement les consommations. Je pense bah, évidemment au pétrole, au gaz et d'autres. Sur l'hydrogène, on a misé sur le fait que enfin, on en a besoin en fait, hein, sur le fait que la consommation en 2050 soit, quels que soient les scénarios, multipliée par deux, voire enfin, jusqu'à par 5. Hein. Donc on aura besoin de ce vecteur pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est un enseignement important qu'on a montré. Sur les usages, on a ciblé, dans la continuité de ce qu'on s'est dit précédemment, des usages industriels actuels et des usages en mobilité. Et on a aussi, je développe pas, mais on a aussi misé sur ce qu'on appelle des nouveaux usages. Et vous parliez d'aérien tout à l'heure. On a misé sur le fait que l'hydrogène pourrait être consommé pour en partie décarboner l'aérien via ce qu'on a appelé des e-fuels ou du power to liquid. Donc je ne développe pas, c'est des procédés on va dire, complexes, mais on a misé aussi sur ces nouveaux usages de l'hydrogène. Et on a également un enseignement important, c'est que le facteur d'émission carbone a largement diminué, enfin, diminue en 2050 par rapport à la référence 2019-2020, puisqu'on mise sur l'électrolyse de l'eau. Donc voilà, il faudrait passer beaucoup plus de temps pour décortiquer l'ensemble de ces scénarios, mais je voulais en extraire les enseignements les plus importants. On a fait le même travail, je voulais juste faire une parenthèse sur l'électricité, puisque bon, vous imaginez bien, je vous ai parlé de coûts aussi de production de l'hydrogène, et puisqu'on mise sur l'électrolyse avec de l'électricité, le coût de l'électricité et son augmentation a forcément un impact direct sur le coût de l'hydrogène. Là aussi, on pourrait décortiquer scénario par scénario, mais ce que je voulais dire, c'est que enfin, en 2050, on a la capacité à avoir une électricité renouvelable dans tous les scénarios entre 72 et quasiment 100%. Donc ça, bon, ça mettra en jeu d'autres problématiques, mais voilà, on a le potentiel. Le fait de miser sur un fort taux de pénétration des renouvelables dans l'électricité, ça permet de lisser et de modérer son prix. Ça, c'est important, hein, entre 75 et 87 euros le mégawattheure. Alors, on était en 2019-2020, avant la crise énergétique, donc des prix comme ça, ça peut faire rêver. Mais voilà, je voulais aussi coupler la production d'hydrogène par électrolyse avec ces enseignements. Et je voulais bon,
voilà, les slides assez rédigés, mais j'ai développé les principaux points. Je voulais quand même terminer sur le fait que, alors à moyen terme, je vous ai dit que enfin, l'hydrogène permet de stocker et d'emmagasiner beaucoup d'énergie par rapport à son volume. Hein. C'est pour ça que sur un véhicule, on embarque plus d'énergie avec un stockage d'hydrogène gaz qu'avec une batterie, hein, au ratio volumique. Donc on mise aussi sur le fait que ces fameux électrolyseurs puissent stocker de l'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, etc., sous forme de gaz. Et ça permettrait de lisser un peu leur saisonnalité. Évidemment, l'énergie solaire fonctionne que quand il y a du soleil, idem pour le vent, alors que les usages de l'électricité sont quand même plus lissés dans le temps. Ces électrolyseurs pourront avoir un rôle demain de stockage de cette électricité sous forme de gaz plus optimisé que de la simple batterie. Et ça, c'est un enjeu aussi important du déploiement de cette filière. Avant Ouais. d'attaquer la dernière partie, et le temps, euh, le temps avance, mais Sur le temps, on est bon, Thomas. ok, Juste sur la précédente diapositive, là, le P2G, c'est Power to Gas, c'est ce que vous exactement, expliquez. exactement. Le fait Euh, de stocker, de lisser l'intermittence des énergies renouvelables, en fait. Ça correspond à ce que je viens de dire exactement. Power to gas, électricité to gaz H2, transfert d'électricité vers un gaz plus stockable. Effectivement, c'est ça. Solution de stockage. Du coup, là, par rapport au scénario ADEME, donc juste pour préciser, ils vous seront effectivement présentés en détail dans les jeudis de l'énergie, donc le 6 avril. Donc on aura tous les détails. Et Thomas part, j'avais une question. Et je voulais savoir, Thomas, par rapport aux autres pays d'Europe et du monde, est-ce que la dynamique est la même en matière de développement de l'hydrogène ou c'est vraiment spécifique à la France? Alors, les pays européens, et on va dire les grandes puissances internationales, se sont toutes hein, mises en ordre de bataille, avec des annonces et des ambitions. Bon, voilà, on va dire pour les pays européens qui se valent, typiquement le plan allemand, voilà, est aussi ambitieux, ou comparable à celui de la France. Ce qui change, pour la faire courte, c'est les technologies visées. La France mise sur l'électrolyse parce que elle possède une électricité fortement décarbonée. Vous imaginez bien que l'Allemagne, voilà, qui a eu du mal à faire sa transition charbon-gaz, mise quand même sur les électrolyseurs. Vous avez des pays comme l'Angleterre, par exemple, qui mise sur d'autres technologies qui conserveraient le fameux vaporeformage de gaz, mais en essayant de capter le CO2 pour le conditionner dans le sous-sol, etc. Donc voilà, ce qui diffère, c'est les technologies. D'accord. Et sur les sources là que vous montriez tout à l'heure, vous parliez de sources d'hydrogène au fond des océans, c'est il y a de l'hydrogène sous forme H2 qui est évacué au fond des océans. Et si oui, du coup, c'est partout où il y a des régions du monde où on en trouve davantage. Non, ça a été identifié près des zones rift là. Hmm. Bon, enfin je vous dis, hein, c'est sur des niveaux de. Enfin, déjà, il est très difficile de le quantifier. Et puis,
et puis bon, voilà, l'extraire et s'en servir, enfin, on est malheureusement, enfin, on n'en est pas là, quoi, hein. On mise plus à court terme sur le fait de pouvoir l'extraire des croûtes terrestres dans enfin, le bassin autour de Pau, lac. On a identifié leur présence, mais là encore, bon, voilà, difficile enfin, de mesurer la quantité qu'on peut extraire. Et puis, bon, voilà, on est encore dans la science-fiction là, enfin, ça existe, mais on est encore dans la science-fiction. D'accord. Bah, du coup, pour sortir de la science-fiction, peut-être quelques exemples concrets dans notre région. Bonne transition. Donc, je voulais vous donner je vous donner quelques exemples. Et le premier, donc, je vous en ai parlé, enfin, c'est le pionnier sur la mobilité hydrogène à l'échelle de la France. Et on l'a donc enfin, en région, donc c'est autour de Pau. Donc ça a été porté, hein, par une volonté politique forte, hein, qui est celle qui est celle de François Bayrou. Et donc enfin, l'agglomération de Pau, en partenariat avec un énergéticien, donc Engie, a converti dès 2020 une flotte de 8 bus à haut niveau de service, donc qui sont des bus 18 mètres, enfin, voilà, assez, enfin, de standard de grande qualité, et qui fonctionnent exclusivement à l'hydrogène. Donc l'agglomération avait lancé un marché ouvert, avec enfin, en cadrant, hein, les objectifs de résultats, et notamment voilà, celui de pouvoir avoir zéro émission de CO2 à l'usage, et de pouvoir avoir une continuité de service, c'est-à-dire que les bus, évidemment, puissent faire leur tournée enfin, classique, sans perturbation, avec du zéro émission. Donc voilà, c'est le premier exemple de mobilité hydrogène. Donc voilà, bon, j'ai mis quelques retours d'expérience sur la slide de l'année 1, mais bon, ils ont été confortés avec la seconde année de fonctionnement. Alors évidemment, c'est une première, hein, donc sur les équipements de production, il y a eu quelques difficultés. En tout cas, la mise en service a été perfectible. En revanche, sur les bus, hein, il y a une satisfaction, je dirais, totale, à la fois enfin, des usagers et, on va dire, des services de l'agglomération de Pau, avec une autonomie, on va dire, poussée en test, qui a été jusqu'à 342 km avec une charge. Donc pour un bus 18 mètres, c'est assez exceptionnel. Alors évidemment, enfin, ces bus-là ne font pas 342 km par jour, ils en font moins, vous l'imaginez bien. Mais voilà, c'était poussé jusqu'à cette autonomie là. Et je voulais vous donner donc un deuxième exemple. Alors c'est aussi une agglomération, c'est celle de Limoges Métropole. Donc en partenariat aussi avec un énergéticien, donc, qui s'appelle Storengy. Bon, là, on est aussi sur une filiale du groupe Engie, et qui, alors c'était un des premiers, enfin, lauréatisés soutenus dans le cadre de nos dispositifs de soutien, sous forme de subvention avec Pau, et qui a décidé donc de convertir assez massivement sa flotte de bus et de bennes à ordures ménagères. Alors c'est phasé dans le temps, et vous le voyez sur la slide, hein, puisque ça engendre ça fait partie d'une des questions, mais ça engendre des coûts, voilà, d'investissement à budgétiser. Mais 6 bus et 6 bennes à ordures ménagères entre 2023 et 2025, doublement de la flotte entre 2025 et 2028, et pour atteindre 32 véhicules lourds après 2028. Donc voilà, toujours dans une optique d'atteindre zéro émission à l'usage. Il faut savoir que donc Limoges Métropole avait des bus qui fonctionnaient grâce au trolley, hein, donc l'électrification des lignes. C'est un cas un peu atypique, hein, en Nouvelle-Aquitaine et à l'échelle nationale. Donc la conversion à l'hydrogène
pour des raisons de rendement que j'ai évoquées enfin, précédemment, a été, on va dire, choisi, ciblé pour des bus plutôt en périphérie de l'aire urbaine et en dehors de ce fonctionnement d'électrification trolley. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les installations, les équipements et les usages, enfin, leur conversion s'amorce. J'en ai fini donc pour les exemples néo-aquitains. Enfin, pour conclure, et on pourra reprendre enfin, une dernière phase de questions si vous le souhaitez. Donc la position de l'ADEME et de la stratégie nationale, c'est de dire l'hydrogène, oui, mais en sélectionnant les bons usages, comme ben, j'ai essayé de vous le démontrer, c'est-à-dire les usages sans regret pour lesquels enfin, une électrification batterie n'est pas possible pour des raisons techniques, autonomie kilométrique, rechargement, etc. L'hydrogène, oui, mais bah, sans oublier, on va dire, avant toute chose, les autres vecteurs de décarbonation. Bon, je vous ai parlé de sobriété, d'efficacité, et puis de comparer aussi. On va dire, l'hydrogène n'est pas une fin en soi, donc on peut aussi comparer sa pertinence sur un territoire ou enfin, sur certains usages par rapport à. Je vais parler de la batterie électrique, mais ça peut être plus largement du biogaz, du bio-GNV, etc. Donc ça, c'est important d'avoir cette analyse-là. Et l'hydrogène, oui, mais attention évidemment à cibler la bonne technologie. Donc, si je mets un peu de côté, pour des raisons de maturité, la biomasse, plutôt l'électrolyse de l'eau et s'appuyant sur un mix renouvelable. Donc voilà, en trois lignes, si vous pouvez résumer un peu enfin, l'échange et en tout cas la vision qu'on partage, qui est celle de l'ADEME. Et dit autrement, pour le bon usage, du coup, pour la voiture individuelle, c'est pas approprié. Parce que je pense que beaucoup de gens avaient ça en tête en assistant au webinaire. Bah, Noël, enfin, nous, on n'a pas voilà, on a une position qui est très claire là-dessus, hein, pas pour la voiture du particulier. On l'a vu, hein, la batterie électrique enfin, fait l'affaire, hein, 95% 95% du temps. Voilà, donc on va pas tripler la consommation d'électrons pour un usage qui peut être fait avec de la batterie électrique, quoi. C'est une évidence, sinon on n'est plus dans la sobriété et dans l'efficacité. Et je ne vous parle pas du coût des véhicules, puisque je sais plus, c'est un élu qui disait que une voiture hydrogène, ça valait le prix d'une Maserati. Mais aujourd'hui, c'est 60, enfin, vous n'en avez pas à moins de 70 000 euros. Donc, je ne sais pas qui peut se payer ça pour l'instant. À part les taxis hype à Paris, où là, on est sur de l'usage intensif. Mais sinon, voilà, non, pas pour la batterie, enfin, pas pour le véhicule de particulier. Et une notion aussi à avoir en tête, c'est que l'hydrogène, c'est pas un carburant, en fait, c'est vraiment un vecteur, un intermédiaire énergétique. Il n'y a pas de source d'hydrogène comme ça dans la nature. Il faut la produire en utilisant une autre source d'énergie. J'ai Peut-être essayé effectivement aussi de vous le démontrer. Voilà, enfin, aujourd'hui, il, il en existe, mais pour l'utiliser, il faut voilà, consommer de l'énergie. Donc, on n'a pas de source enfin, utilisable telle qu'elle aujourd'hui. Donc voilà, il faut être vigilant sur son usage. Et par rapport à l'expérience de Pau, l'électricité qu'ils utilisent, c'est tiré du réseau où ils produisent, c'est de l'électricité verte produite avec de l'énergie renouvelable. Alors, le Pau a la chance d'être à proximité des barrages hydroélectriques pyrénéens. Donc, on n'a pas de raccordement direct entre l'électrolyseur et enfin, l'électricité produite par les barrages pour des raisons de distance. En revanche, il y a une souscription via un contrat
à 10 PPA, garantissant, c'est un passage par le réseau, mais garantissant que l'électricité est renouvelable et provenant donc de ces barrages pyrénéens. Bon, c'est assez intéressant sur un point, le fait que les électrolyseurs produisent quasiment 8000 heures par an, et que l'hydroélectricité est quand même une électricité renouvelable qui est la moins saisonnière, enfin, une des moins saisonnières. Donc voilà, ça a aussi cet intérêt-là. Mais on est bien sur un contrat garanti renouvelable. Et pour les 8 bus, du coup, est-ce qu'il y a les volumes d'eau utilisés pour la production d'hydrogène, ils ont été évalués pour se faire une idée? La perte en eau, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est 600 mètres cubes par an. Donc Pour les 8 bus, là? on reste sur des consommations que je juge modestes. Hmm, d'accord. Évidemment, Oui, si on décuple demain la production par électrolyse, voilà, il faudra avoir une vigilance sur ce point-là. On l'a analysé dans nos scénarios aussi. On a imaginé, on va dire, une production par électrolyse, mais centrée sur des zones où la tension hydrique est la plus faible, quitte à pouvoir derrière transporter la molécule de gaz H2 via des réseaux. Bon, évidemment, ça demande des coûts importants. Mais voilà, c'est aussi un des scénarios qu'on a analysé pour anticiper cette consommation d'eau. ok. Et dernière question, du coup, pour un territoire comme le nôtre, est-ce que vous auriez des pistes de réflexion pour utiliser l'hydrogène? C'est une question Bah, assez difficile. comment? C'est une question peut-être assez difficile comme ça au pied levé. Oui, brûle pour point, c'est délicat, mais euh, oui, en s'associant à d'autres territoires. Hmm. Vous avez vu hein, sur cette, si j'évoque que la mobilité terrestre, hein, émergente à court terme, il faut des flottes d'une trentaine de véhicules lourds, D'accord. avec une consommation intensive. Ça, on y tient. Donc, seul, bon, voilà, on peut mettre des doutes, même si je ne connais pas par cœur vos usages, mais en agglomérant plusieurs collectivités de taille moyenne, bon, ça peut se regarder, ça peut être intéressant. Sur des rayons, allez, 50, 70, peut-être jusqu'à 100 km. Pourquoi pas? D'accord. Ok. Bon, ben, merci beaucoup pour cette présentation. Bon, même si voilà, l'hydrogène, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, d'après ce que vous nous avez dit, mais on a bien retenu la leçon. Ouais, c'est une des conclusions. Enfin, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu à dire aux besoins et à l'intérêt suscité. Et bon, Non, à bientôt. c'était très clair. C'est vrai que c'est pas un sujet facile, donc voilà, la présentation était quand même bien adaptée au public. Donc je vous remercie. Donc là, on a fini ce soir le cycle dédié à la production de gaz. On entame dans 15 jours deux webinaires qui vont être plus une mise en pratique de ce qu'on a vu. Donc un premier sur la maîtrise de l'énergie au quotidien. Donc ça, c'est un sujet assez d'actualité. Et ensuite, on terminera les jeudis de l'énergie parce que je disais tout à l'heure, donc une description un peu plus poussée des différents scénarios proposés par l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée, Thomas, et puis merci au public d'avoir été présent. À Merci à vous, bientôt. merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.